Edgar, mon petit, mon enfant. À peine ma main avait-elle passé sur tes cheveux et ton front que déjà morte. Mais te voici, apte à revoir ta maman. Plus réelle que jamais tu ne l'entrepris, plus réelle sans doute que jamais tu ne la vis. Je te revois, toi, mon Edgar, au chevet de mon lit, dans cette chambre désaffectée. Moi, l'actrice nommée ta maman, Elisabeth von Jung, m'éteignant comme une chandelle consume sa cire, peu à peu, jusqu'à emplir le porte-cierge d'un liquide translucide. Telle fut ma vie. Ton père, un alcoolique notoire, mais que j'ai aimé parce qu'il était saltimbanque, et que les saltimbanques traînent après eux une odeur de soufre. Une chambre emplie de candélabres, non, désaffectée. Et toi, assistant au spectacle de la phtisie de ta maman, le râle estompé par moments de bronches qui rendent le sang. Une humeur malsaine quitte le corps d'une étrangère à elle-même. Mon visage tant admiré autrefois par des spectateurs curieux de la nouvelle Desdémone, de la nouvelle Juliette. Son ovale, ombragé par les vacillements de la flamme. Cette simple bougie, tenant tout un monde en son incandescence, la promesse de ton départ dans la vie, la fuite de la mienne. Aurait-il pu se passer autre chose que ce long égrainement des minutes entre mon fils et moi? Son front, si studieux, se penchant sur ma main pâle, et moi, dévoré de l'envie de le coller sur ma poitrine, déjà occupé par le chat de la maison, ronronnant sur ma plaie offerte. Ses poumons submergés de sang, répandus en filets intermittents, diffus comme un spasme, teinté de pénombre. Comme j'ai souffert de te faire souffrir, mon Edgar, de te donner à voir le spectacle d'une artiste en pleine agonie, juste bonne à ne plus revenir saluer, comme si sa carrière entière se condensait en cet empêchement, comme si la mort lui donnait un rôle de figuration, comme si ta présence contenait à elle seule tous les regards jadis émerveillés. Le théâtre de Richmond, où je jouais, fut un jour la proie des flammes, un incendie dû aux lampes qui embrasa tout, du parterre au balcon. On évacua, à grands cris et à grand renfort de police. J'étais sur scène ce soir-là, quand a débuté la catastrophe. J'étais enceinte de toi, mon Edgar. J'ai compris, du fond de mon être, à la vitesse que ma pensée prit pour conjecturer l'issue qu'il me restait entre rester et fuir, que tu serais un petit garçon, animé d'un esprit, telle une maison en feu. Et cela n'a pas manqué. Depuis mon chevet, j'ai vu, crois-le ou non, peu importe, se dessiner derrière ce front studieux les chimères qui parsemèrent toutes tes œuvres à venir. Peut-être en serais-je l'habitante désincarnée, le spectre flottant, l'âme attachée au rideau, pleurant sous les frondaisons nocturnes, appelant une fraîcheur pour étancher son mal. Je ne t'ai jamais quitté, mon Edgar, jamais. Tu m'as emporté loin des relents de pourriture des villes, à travers l'image convexe des miroirs, entre ta plume et toi. Tu m'as emmené dans ton paradis cauchemardesque, là où ce qu'on désigne par effroyable est en réalité une invitation à l'incréé. Tu entends comme le silence écoute, mon fils? Tu entends? Je peux entendre, moi, à ta place, ce que la mère susurre à l'oreille d'Annabel Lee. Tu te souviens le poème que tu avais écrit à destination de ta cousine? Virginia, tu te rends compte, s'appelait du prénom d'un État d'Amérique. Comme c'est beau, elle n'en était pas moins belle. Tout cela est si satisfaisant d'entendre le silence d'un poème se recueillir au chevet d'une morte comme moi. Tout cela est si impétueux aussi, comme les vagues de la marée qui s'abattent dans leur furie nocturne sur les brisants. Tant de vie dans un si petit cœur. J'ai répandu ce qu'il fallait de sang pour l'en vider, je crois. À présent, tout est autre. Là où je suis, là d'où je te parle,
Il n'y a guère de place que pour la poésie pure, celle que tu appelas de tes vœux. Tu as gardé en toi l'image d'une mère ensanglantée. Sa demeure éternelle, lui, d'une pâleur de linge. Mais la lumière veille. Vous m'avez provoqué en duel, mein Herr Hermann. Vous l'avez fait parce que je vous ai insulté. Je tiens à vous faire remarquer que vous m'aviez injurié auparavant. D'aucuns diraient que ce que j'avance là ressemble à une bataille de chiffonniers. Hélas, non. J'ai peur que notre différend ne concerne une question d'honneur. Et toucher à l'honneur immortel. Enfin, je parle pour moi. Mon titre de baron n'y est pas pour rien, mais plus encore qu'un titre, c'est à mon intégrité qu'on ne touche pas. Ce discours ne sied pas bien à une femmelette, me direz-vous. Tant mieux si vous le pensez. Vous devez être déjà sur le champ de bataille, accompagné de votre huissier. Je ne m'y rendrai pas, j'ai d'autres rendez-vous, vous m'en excuserez. Comme par exemple, huiler la lame de mes réparties. Faire fine mouche n'est pas à prendre par-dessus la jambe. Je me contenterai d'envoyer, puis de toucher, vous absent. Je ne me réjouis jamais rien tant que de cet exercice solitaire, l'examen de conscience. Mis à part le mien que je pratique du lever au coucher, j'estime vous connaître suffisamment bien pour en dresser le patron et vous habiller des 1000 couleurs de ma détestation, mein Herr Hermann. Vous devez en être persuadé, au point que si nous avions à nous croiser dans l'enceinte de notre alma mater, vous détourneriez ostensiblement la vue de votre camarade de promotion. J'aime comparer notre université à une mère nourricière. Charlottesville est une bourgade charmante dont les têtes saintes des lauriers du savoir sortent à intervalles réguliers. La Virginie est l'État d'Amérique que n'aurait pas renié César. Certes, il n'est pas bon de fréquenter certains de ses étudiants. En ce qui me concerne, je puis m'accabler des pires vices, de surcroît celui de décadentisme, qui est, Dieu me pardonne, une seconde peau. Le dandisme est une maladie à nul autre pareille. Je pourrais être privé de pain, que je conviendrai toutefois du choix d'une lavalière accordée à une redingote saillante. Que voulez-vous? Si l'on m'enterre son style, mes os ne le pardonneront pas. Frère de la mélancolie, errant entre les nus et la glèbe, voici le baron Ritzner von Jung, dont le sable des jours glisse entre ses doigts fébriles. Le meilleur reste de boire encore à l'inanité de ce monde, et de boire en esthète, c'est-à-dire jusqu'à l'ivresse des dieux. Je te convie, Dionysos, à ce Reims-Gosier. L'université de Charlottesville porte le nom d'Alma Mater, car nombre d'élèves en propédeutique ont encore le lait qui leur coule du nez. Pour ma part, et à force d'en boire, mon appendice nasal ressemble à un pressoir à vin. Le vôtre, mein Herr Hermann, est Aquila. La fortune ne nous a pas doté des mêmes attributs. Je suis ce qu'on appelle une fin de race. L'alcool est tout ce qui me reste encore pour noyer mon ascendance perdue. Que diable sont-ils devenus? Les Ritzner von Jung, famille de vrais seigneurs hongrois que le déclin a saignés. Que la Providence me resserve. Hermann, mon cher Hermann, les boiseries de l'université ne contiendront jamais les envolées sublimes de votre intelligence notoire, comme une chauve-souris, les miennes s'écrasent au plafond. Je suis un étudiant désinvolte, certes, mais observateur. Et lorsqu'à l'étude mon attention s'égare, c'est pour vous voir attelé à une version grecque dans le pur respect des besogneux. Mais vous n'avez pas l'esprit classique. Votre définition de l'antique prend la poussière. Vous êtes morne, fade, mais puisez dans des firmaments alcoolisés votre superbe. J'adore converser avec l'Ali du monde. À l'intérieur, il y a sa pourriture.
Et c'est encore ce que l'on trouve de meilleur quand le sommeil ne vient pas. Ce réservoir à migraine me sert encore de cerveau. Que sont les pensées? Fantaisie, fantaisie, boire pour se ressouvenir, puisque tout est oubli. Peut-il se faire que dans votre magnificence, vous ayez manqué au respect le plus élémentaire? Avez-vous réellement dit, oui ou non, une phrase qui aurait par excessive indélicatesse brusqué mon oreille? Pas de préliminaire, allons droit au fait. Allons droit au cœur, puisque vous ne raisonnez qu'en fer qui transperce. Vous avez la passe d'armes habile, excellente escrimeur. Vos poses sont ridicules, elles sentent l'affecter. Moi, je suis né faiblement nanti. Mes protections n'ont jamais été celles des grands instruments de parade avec lesquels les militaires font moultrir les fils. Non. Je suis manieur de mots. Là est toute ma science. Si vous me mettez une épée en main, je crois que je tombe en syncope. Eu égard à cela, n'allez pas dire que je sois une femmelette. Dites plutôt que je machine un tour bizarre. Car à l'heure qu'il est, nonobstant le fait que vous m'ayez provoqué en duel, je n'ai toujours pas répondu à votre invitation. Voyez-vous, je n'ai guère d'huissier sous la main. Le choix d'un homme de confiance est capital. On ne peut décemment pas s'en exempter. Mais si ce n'était que cela. Le différend qui nous oppose est réel, et tout prouve que je vous ai offensé mortellement. Je pourrais retourner la chose et vous dire que mon martyrologe n'a cessé de croître depuis le moment où votre insulte blessa mon oreille. Plaidant pour moi-même sans avocat, vous comprendrez que je défende ma cause instamment. Ces façons d'engager le fer sont vaines. Comme je viens de le dire, je n'ai guère de familiarité avec un fleuret. La simple vue d'une arme me fait me porter mal. Et si j'en juge par votre extrême habileté, toute cette viande embrochée témoigne pour vos nombreuses victoires. Je n'ai nulle vocation à finir en poulet ou en porcelet. À ce compte-là, plus encore qu'insulté, je serai le véritable déshonneur du nom des von Jung, lesquels, au titre de baron, réclament vis-à-vis de moi la plus stricte observance des lois de la dignité. C'est pour pallier ce qui serait un détestable malentendu que je vous convie, mein Herr Hermann, à écouter le plaidoyer de la victime que je suis. Alcool. Mon antidote profond, mon antipoison, mon miel. Que de ces pages célestes ont coulé et couleront encore dans cette gorge. La robe d'un bon vin rallie le palais le plus obtus. Je goûte enfin au plaisir de la vie. Pour un peu, il ferait de moi un initié. Ce serait légitime de l'être, car l'existence est la quintessence du mystère. De cette légitimité, je tire une rêverie, celle de me croire sous, enfin racheté. La connaissance absout-elle l'initié? Hélas, je ne suis rien moins qu'un mystificateur. Juste de ce stratagème malin pour ne pas entrer en conversation avec mon agresseur, Hans Hermann. Je ne lui laisserai pas le bénéfice du silence. Aussi je parle, comme un être dont la vie s'écoule. Le fût de mon sang est scellé par l'acier. Je ne tiens pas à le répandre à cause d'un fat. Son nectar est trop précieux. Tiré, il serait bu puis recraché. J'aime les rondeurs en bouche. Je n'aime pas les buveurs impénitents. Les conjectures plus ou moins fumeuses qui s'évadent de mon esprit, savez-vous comme je les appelle? Des fantaisies, des fancies, plus exactement. Le fait d'avoir touché un peu tous les idiomes asservis, je peux paraître soudain étincelant en ne me faisant presque pas comprendre. C'est l'apanage des décadents qui regardent la bibliothèque d'Alexandrie brûler et sauvent le feu. Bref. Des fancies. Le mot est rapproché de fantaisies. Je suis un fantôme qui dit des fantaisies.
Le propre d'un revenant, c'est de venir hanter les vivants, non? Eh bien, disons que je reviens de la salle d'études où je traînais le boulet de mon désespoir pour me regarder dans le miroir de ma chambre d'étudiant. Il y manque des morceaux, je vous en expliquerai la cause plus tard. Vous devez seulement savoir que les fantômes détestent les miroirs. Vous imaginez qu'un résidu se mire, un agrégat, une somme de souvenirs défunts, un malotru de l'au-delà, un hulant sans viatique, un mortificateur drapé, non. Je ne peux décemment plus me voir en peinture depuis que je vous connais, Hermann. Les bellâtres ont sur les fantômes le privilège de l'apparence. Si j'avais continué à vous fréquenter, j'aurais rasé les murs jusqu'à résorption finale. Pour un fantôme, à part les esprits frappeurs, cela n'est guère enviable. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous avez tiré de mes largesses un profit plus que notable. Mon fantôme est généreux, c'est de notoriété publique. Tous les petites sauteries qu'à l'égard de mes camarades, j'ai toujours eu la fantaisie d'organiser. Vous voyez, les fantaisies. Un fantôme fantasque et sa pensée de plaire. Mais plaire à qui? On peut se le demander tant au bout du compte. Les amis longtemps attendus s'avèrent n'être que des hôtes d'un soir, des pique-assiettes mondains, des fantaisistes de circonstances. Dire que tout cela s'est déroulé dans cette chambre, dépouillée jusqu'à l'os, et où désormais un miroir en 1000 morceaux appelle la recollection. Que de souvenirs, n'est-ce pas, Hermann? Vous avez été souvent invité, plus que de coutume. Je vous ai toujours tenu pour un inestimable convive. Qui plus est parasite de la générosité des autres, jamais vous n'avez amené une bouteille. Bon buveur, au demeurant, dans la pure tradition d'un étudiant amateur de dévergondage. C'est au cours d'un de ces soirs de beuverie que vous fûtes, tel Phébus sur son char, le point de convergence de tous les regards. Oh, elles étaient là, nos camarades, échappées par vos soins de l'autre côté du campus. Elles étaient là. Ces femmes qui ne partagent pas leur couche avec les garçons. Elles avaient franchi le mur qui nous condamne au respect de chacun de nos sexes une fois la classe finie. Vous savez les débaucher, car vous maniez l'art de la séduction comme une seconde nature. Donc, dans cette chambre mienne, la jante féminine en était à boire vos paroles, passer les premières vapeurs d'un vin montant à la tête. Je vous écoutais, sentant combien le pétillement de vos yeux redoublait en entendant ces glottes pousser des spasmes de contentement, jusqu'à ce que vous veniez à me prendre à partie, à propos des lectures que l'alma mater n'autorise pas. Vous aviez remarqué précédemment sur mon étagère Don Quichotte, Gil Blas et Joe Miller. Investis d'une fièvre réprobatrice, vous vous êtes servi de ce prétexte pour m'entreprendre à ce sujet et dire à l'assemblée réunie que leur camarade Fagnon perdait son temps à ses ouvrages et que ce n'était en aucun cas des lectures légitimes pour aspirer à un haut rang de la vie sociale. Bref, que je n'étais pas un gentilhomme. Vous dirais-je ce que mon cœur en ressentit? Faut-il que je précise l'état de nerfs dans lequel votre répartie me plongea? Connaissez-vous seulement ma tolérance à l'injure? Vous avez touché mon honneur. Mieux que vous l'avez astreint à se taire. Comme il est drôle de se rappeler ce que cela fit remonter à la surface. Un jour, mon tuteur financier, Rufus Griswold, m'avoua qu'il regrettait que je mange le pain de l'oisiveté. Oh, Griswold, cet Olybrius, cet homme au visage de ragondin, cette loutre dans la baie d'Hudson, moi, Fagnon. Griswold, ayez l'aimabilité, s'il vous plaît, d'éponger seulement mes dettes de jeu. Hein? Le pain de l'oisiveté. Oh. Oh. Entendez-vous comme ces mots résonnent inexorablement à mon oreille? Le pain de l'oisiveté. Comme la poursuite de la fatalité cruelle. Cette malédiction d'avoir eu un père alcoolique. Si j'avais connu ce père, peut-être aurais-je été plus raisonnable, mais l'on m'a destiné un tuteur pour me faire pousser comme une plante robuste. Plutôt que de me laisser aller à une pousse sauvage,
j'ai, comme qui dirait, accepté la contrainte. Sur toute cette éducation, ayant mis le mal-né que je suis à l'abri du besoin, j'éprouve de la rancœur. La caste des von Jung, si elle fut entretenue jusqu'à son dernier rejeton, n'en fut pas moins marquée par une pénurie d'amour. C'est pourquoi, me sachant profondément tenu par la discipline, je ne peux aujourd'hui me laisser mortifier par une de ces remarques qui vous figent le sang comme de la graisse caillée. Je jure que l'effet d'une insulte déclenche chez moi un cataclysme, et il me faut tout le sang-froid d'un ange pour ne pas céder à l'irrémédiable. Bien sûr, en aviveur de braise, vous jouez les incendiaires, Hermann. Tous vos sarcasmes font cortège. Je ne suis pas dans vos vers. Je ne suis pas dans vos draps. Je ne connais pas votre conduite, hormis vos leçons de morale. Vous prodiguez la tempérance alors que vous cédez à des orgies vineuses. Ce simple point me fait relever le manque total de cohérence entre vos paroles et vos actes. En cela, je ne peux cautionner que vous les releviez chez moi. C'est pourquoi j'ai décidé de vous le faire payer. Au démon de la perversité. Récemment, un camarade étudiant en droit, alors que nos propos en étaient venus sur la nécessité d'une juste peine en fonction du crime et du délit, en vint à me parler de ce que la morgue d'un hôpital lui avait confié le matin même, et qu'il tenait dans un sac. Outre son cartable réglementaire, il se promenait avec une toile en jute dont il avait évité jusqu'alors de me dévoiler le contenu. Comme je le pressais de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, il me dit « Je vais te montrer ce qu'on a infligé à un homme accusé d'homicide volontaire. » Et il sortit du sac une masse charbonneuse dont je ne me souciais pas à première vue de l'exacte nature. Il ajouta « Regarde mieux. » Je crus alors déceler 2 cavités, rehaussées d'un développement frontal excessif, compte tenu de ce que l'on avait introduit dans le crâne, lequel, il faut l'avouer, ne ressemblait à plus rien d'humain. Après la pendaison, on lui a bitumé le cerveau. Cet exemple illustre à merveille ce qu'un médecin peut infliger à un homme. Le progrès de la science mérite-t-il un tel raffinement dans l'horreur? Rassurez-vous, Hermann, je parle ici d'expérience post-mortem, mais l'homme de son vivant, comment conjugue-t-il le mal? Au présent, cher camarade, au présent, il est en chacun de nous, il infuse, il poisse, il se terre, il n'attend qu'un appel pour se manifester, le démon de la perversité. C'est comme si chacun de nous se tenait au bord du précipice, et où la tentation est telle de s'y lancer que ne nous retient qu'une vague notion de sans-retour. Qui a la force de résister au vide? Aurais-je envie de vous tuer? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il y a la dague, il y a le poison, il y a tout ce que la conscience réfute. Toutes ces lois promues pour garantir la vie en société. Ce faisant, je me mettrai en marge de l'humanité la plus élémentaire. Je ne le ferai pas. Je me contenterai de me débarrasser de vous par lessive. C'est le déroulement logique des choses. Un homme indigne comme moi ne peut que feinter. C'est le recours des misérables. C'est une issue lamentable. Quelle lâcheté! Je fourbis d'autres armes. Hermann, je les tire de mes connaissances livresques. Et il me suffira d'un simple stratagème pour vous ridiculiser à tout jamais. Vous vous inquiétez de savoir quand le combat aura lieu. Je ne suis pas pressé de vous en entretenir. Le ré est du domaine des beaux-arts. La tromperie est un chef-d'œuvre. Vous mourrez, surpris que le coup soit porté à l'esprit quand vous l'anticipiez au flanc. L'hémorragie sera fatale, car subtile. Certains ouvrages de spiritualité orientale parlent du fait que pour chasser de ses pensées son ennemi, il faut ne plus l'avoir à l'intérieur de soi. On a beau se débattre tant qu'il demeure. Je suis comme un nuage pris dans vos barbelés. Les nuages, vous connaissez.
Ce que vous faites ramasser à vos cohortes de noirs dans des plantations écrasées de soleil, ils ôtent chaque nuage du cotonnier et remplissent des hottes avec. Que peut-on reprocher à un récoltant en nuages? Ses ancêtres seraient-ils blâmables? Vos chers aïeux, avec une Bible et un fusil, ayant vite compris ce que la traite des Noirs leur apporterait, le triangle d'or entre l'Afrique, l'Amérique des pionniers et les plantations de nuages. Mais les esclaves, quand ils saignent, n'ont rien pour cautériser leur plaie, pas de quoi s'acheter un nuage, et la plaie saigne et vient dégouliner sur le cotonnier en engraissant le sol. Ces mains ensanglantées, qui les soignera? Ces mains sur lesquelles on peut lire la cartographie de la douleur. Vous ne savez qu'en dire, car lorsqu'ils travaillent, vous étudiez. Quelquefois, quittant l'université, rejoignant vos parents en Alabama, vous vous plaisez, fouet en main à les visiter. Vous ne reconnaissez aucun car ils courbent les chines. Vous admirez ces dos dans le paysage. Ils sont aussi soumis que la caillasse sous eux. Sans se mêler, ils piétinent. Ne reste que les fers aux pieds et la pioche en cadence. Ces bagnards sont muets mais chantent dans les casemates. Cela vous déplaît prodigieusement car vous ne tolérez que la musique blanche. Au fond, l'humanité se divise en deux. Les corvéables et les damnés. J'appartiens par miracle à la seconde catégorie, ce qui me permet d'avoir la chance de ne pas porter les stigmates de la récolte. Une main qui ne travaille pas assez est toujours une main suspecte. Vous procédez à l'inspection des mains. Une main sans cale n'est pas une main qui travaille. La manucure, mais c'est pour votre mère. Quand elle déplie la serviette de table impeccablement à côté de son assiette, tandis que le consommé exhale une saveur veloutée. Vous laissez au garde de Chiourme le soin de rosser les contrevenants. Le règlement le stipule, un mauvais quignon de pain par noir et de la soupe transparente. Ceux qui rechignent seront battus. C'est la triste loi du domaine. Il viendra le jour où vos parents passeront la main. Et toute cette belle instruction dispensée à Charlottesville servira à alimenter de grands livres de comptes ou des manuels d'invention technique. Oh, vous avez déjà une idée. Une magnifique machine pour arrêter les cours d'eau. Formidable! Moi, je vous tire mon chapeau. On ne peut que louer le futur capitaine d'industrie. Arrêter le courant pour faire tourner les machines à fabriquer le coton. De grandes roues dentées, comme le mouvement perpétuel du profit. Je ne sais pas quoi dire. Je tombe en pamoison. Personne n'y avait pensé avant vous. Mais si quelqu'un vous contrarie, si quelqu'un rétorque à cela que forcer la nature, c'est se la mettre à dos. Si cet homme, c'est moi, que ferez-vous? Vous me jugerez déraisonnable. Vous direz que ma physionomie est laide. Vous trouverez mes paroles si abstraites qu'elles interfèrent avec le sens commun. Ou bien me dégraderez dans le colportage de rumeurs infectes. Alors, vous avez le droit de faire tout cela et plus, bien que ma dignité soit indemne de toute flétrissure. Vous vous demandez bien logiquement ce que mon honneur a à voir là-dedans. J'en répondrai que j'en témoigne pour l'amour de l'art. Bien que je n'ai aucun chevalet pour exprimer mon style, ni aucune plume pour calligraphier mes émois, j'ai du moins cette âpreté à la lutte quand on me retire jusqu'à la légitimité d'être artiste de ma propre vie. L'on ne peut dire de vous la même chose. Aussi, je vous exhorte à considérer ceci. Si l'étiquette de votre rang vous donne cet aplomb, elle trahit néanmoins les limites de l'entendement. Les parvenus jugent les décadents fous. Mais combien leur en face? L'argent rend butor ou veule. Votre bouche en cœur s'arrondit de haine pour moi. Oh, tant mieux, je m'en amuse. Prendre cela au sérieux reviendrait à la flatter. Vous ne mettez rien, si tant est que le rien puisse souffrir qu'on le dénombre en quelque chose, c'est-à-dire en un mot. Une ganse. Une ganse ornait les cheveux de la demoiselle dont vous disiez
que ses yeux avaient le caractère perçant d'un chat siamois. Pour un peu, je l'aurais sollicité à s'asseoir non pas sur ma vieille chaise d'étudiant, mais sur un coussin chamarré. Comme je manque à tous mes devoirs, vous présent. Était-ce votre attitré ou un prête-cœur? Je peux concevoir que le bellâtre que vous êtes néglige les engagements profonds au profit d'aventures passagères. Vous êtes impatient. Tout le bonheur de l'amour semble être pour vous dans l'obtention du plaisir recherché. Peu importe les préliminaires, si le fruit tombe à pic. Pourriez-vous, ceci dit, tenir le même discours face à une femme dont les charmes vous révéleraient à vous-même? Vous n'avez jamais encore aimé, ou tout du moins des miroirs. On ne peut décemment pas vous donner autre chose de l'amour que ce que vous souhaitez y voir, c'est-à-dire vous. Narcisse en mourut, vous êtes dur à cuire. C'est pourquoi je m'étonne que vous fassiez tant de crédit à la compagnie de ma cousine. Je mets ici les formes, car cette créature laisse à penser qu'elle ne vient pas exactement de la terre, comme nous, mais plutôt des nuées. Capable tour à tour d'apprécier les facéties du cousin que je suis et les fausses routes d'un être tel que vous. Cette créature s'appelle Virginia. C'est ma cousine, Virginia von Jung. Elle habite Richmond et réside chez sa tante. Elle est encore très jeune, 16 ans à peine. Si je l'ai invitée lors de notre dernière réunion estudiantine, c'est que je voulais que vous soyez confrontés à l'image de ce que la beauté incarne à travers l'idéal. Virginia sera toujours aux antipodes de vos poses. Vous ne la rejoindrez qu'un rêve, celui de l'incompatibilité affective, un trouble diffus. Elle est la preuve vivante que nos sens peuvent être arrachés au ciel dans la contemplation d'un objet d'amour. Vous n'êtes pas digne de la regarder, me dis-je, lorsque je vous vois avoir des pensées sales avec vos yeux de prédateur. Je les vois d'autant mieux que vos ruses sont connues de moi, puisque j'ai l'honneur d'être votre confident. Vous n'ajouterez pas Virginia au titre de vos trophées. Elle restera toujours inaccessible, car pas de ce monde. Et c'est encore heureux qu'il existe des nymphes de cet ordre, car cela prouve que le poème s'incarne dans l'indicible. Vos mots à son égard sonnent si creux. Vos tentatives de la charmer sont pitoyables, mais le plus confondant, c'est que ma cousine s'en moque. Comme si elle éprouvait à votre égard une sorte de pitié aimable. Vous pensez que nous couchons ensemble. Vous êtes de la race de ceux qui se délectent des amours interdites. Vous conjuguez von Jung avec amour consanguin. Non. La consanguinité, c'est lorsque vin blanc et vin rouge se brouillent dans mon palais. Pour ce que j'en sais, mon lien avec Virginia n'est pas de cette ordure-là, mais l'idée même vous excite passablement. Hein? Ah oui, la pensée qu'elle ait un cousin incestueux vous fait frétiller, un peu à la façon dont on retrouve certains chiens sur le dos, les pattes en l'air. Hélas, votre purge est insatiable. Vous avez besoin d'insanité pour vous sentir vivant. Soit. Soyez insane. Insane, c'est l'autre mot pour fou, le saviez-vous? N'intervertissons pas les rôles. Le fou, c'est moi. Vous êtes exquis, parfaitement accordé à votre sens des valeurs. Le masque, aussi vraisemblable que le visage. Une merveille de style. Je m'en fiche complètement, Herman, que vous courtisiez Virginia. Je sais que vous faites cela pour vous venger de moi. Je sais que chaque rapprochement feutré, chaque étude de pose, chaque tentative de bras passé autour de son épaule vise à m'en rendre jaloux jusqu'à la mort. Tant mieux. Cela ne marche pas. Cela est l'en venu du fait que ma cousine et moi partageons la même abjection pour le simulacre. Si vous aviez la satisfaction infime de l'avoir se pâmer à vos genoux, vous n'en retireriez du plaisir que pour ma seule infamie. C'est pourquoi je vous en laisse le souhait pieux. Gardez-le bien au chaud de votre panoplie de fantasmes les uns plus verts que les autres. Car il faut être bien encore juvénile pour penser qu'un être comme moi, si rompu à l'art de l'esquive, puisse tomber dans le panneau d'une victoire possiblement si belle. Ma cousine vous le dirait mieux que moi, never more.
Voyez-vous, l'aristocratie, même souillée, même traînée dans les immondices, reste sympathique. Nous savons bien que l'Amérique, depuis sa déclaration d'indépendance, a renié la monarchie. D'origine hongroise, je ne peux m'associer aux regrets du Royaume-Uni. Les conservateurs ont perdu la bataille le 4 juillet 1776, mais ma profonde nostalgie provient du fait que je ne reverrai jamais la ville de mes ancêtres. Budapest restera toujours pour moi une rumeur. Des paquets de lettres serrés dans des rubans roses, ou encore le son d'un lointain cymbalou. Virginia sait de quoi je risque de parler quand la pudeur me l'interdit. Et ce qui nous unit plus encore que tout autre pont, c'est le fantasme d'imaginer Buda et Pest reliés dans notre imagination. Quelquefois, je prie pour qu'avant de mourir, je l'y emmène. Puis le serment de mon cœur m'empêche jusqu'à l'idée de la transporter, trop fragile. Pour venir une fois l'an dans la chambre de son cousin, oui. Pour la convoyer dans un bateau à vapeur, non. Le corps de ma Virginia est allumé de sinistre. Un feu liquide la rabâche. C'est une maladie bien vicieuse que celle qui s'insinue dans les poumons. Virginia crache le sang. Ce frêle dragon périra non de s'enflammer, mais de s'anéantir. Vous ne pouvez concevoir cela, Hermann. Seule l'intraitable volonté triomphe du plus cruel destin, selon vous. Fatuité des ignorants. Que vous dirais-je? Le fil ténu qui brode sa chemise de nuit se défait comme la terre sous ses pieds. Virginia avance sur des plaques sensibles. Chacun de ses pas s'oxyde, car chacun de ses pas n'est plus qu'un souvenir. Parlons de choses futiles. Distrayons-nous. Se divertir et oublier la mort. Cédons la place à la joie. Je vais danser pour votre bêtise. Oui, vous m'avez bien entendu. Comment? Vous faire endurer cela? Je le gérerai, c'est souple, semble-t-il. Je sais particulièrement honorer mes cavalières, mais cela, je préfère le faire seul, en hommage à votre crétinerie. Bras joint. Position d'entrechat. Paré pour une salutation, révérence à vous. J'abaisse dos et genoux. Je déplie en ouverture la gerbe de mes doigts. Incliné face à votre royale sottise, je me tiens. Je ne relèverai la tête que lorsque vous me l'ordonnerez. Que je saute. Très bien, maître. Comment? Je saute plus haut. Tout ce qui vous plaira. J'ai l'air de danser comme un Indien converti au salon. Un peu rouge. C'est beau, vous ne trouvez pas? Toutes mes idoles que vous n'avez pas encore fait disparaître sous une panoplie de chemises à jabot et d'un catogan. Tous mes rites animistes qui vous déplaisent tant. Je suis un impie, je le reconnais. Je fume la viande, cependant. Mes ancêtres ont les lieux de feu, les vôtres la poudre. C'est par milliers que vous nous avez chassés. Aujourd'hui, ne demeurent ceux qui, comme moi, ont su donner le change, contre de la verroterie et des bouteilles de whisky. Le change est leur terre, et que vous exhibez dans vos palaces comme des animaux de foire, bien bâtis, solidement charpentés, la peau scarifiée de totems qui vous échappent. Nous faisons partie du décor, vidé de notre substance, parce qu'elle est trop sauvage pour des moralistes comme vous. Nous sommes des pièces de musée rigidifiées dans des poses qui vous plaisent et amusent la galerie. Bientôt vous me renverrez derrière ma clôture, derrière laquelle ma tribu s'alcoolisée fume, encerclée par vos gardes chiourmes, c'est sûr, observée depuis l'œil du canon. Qu'ai-je à redire à cela? Rien. C'est le cours logique des dominants. C'est la victoire des évangélisateurs. C'est la lente dégradation d'un monde d'esprit à un monde d'argent. L'argent n'a pas d'esprit. L'argent sent les mains sales. La monnaie déteint sur les doigts. L'encre est de mauvaise qualité. C'est avec cette encre que l'on tatoue sur les bras de mes frères l'insigne du dollar. Je suis recherché, mort ou vif. Tant d'argent à celui qui m'abattra. Qui donnera ma peau pour en faire la descente de lit d'un puritain? Puis je continue ma révérence, ou non, dites!
privilège que vous avez sur moi est d'ordre vestimentaire. Je n'ai pas assez de fortune pour rivaliser avec votre tailleur. Je l'ai dit clairement, ma tutelle sert à rembourser mes dettes de jeu. Refuse Griswold, désapprouve vivement ma conduite lorsque je lui annonce que j'ai encore perdu. Le poker est un vice aimable. Lorsque vous n'avez pas de jeu, il faut affecter d'en avoir. Cela s'appelle le bluff. Je suis passé maître dans l'art du bluff. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Car si je l'étais, pourquoi toutes ces dettes? C'est que je désespère d'acquérir le petit avantage de la perfection. C'est-à-dire contraindre ma physionomie à n'exprimer aucune chaleur en cas de victoire annoncée. Je rate toujours au dernier moment la passe d'armes finale. Je me défausse car je finis par être trop confiant en mon succès. Et généralement, mes adversaires le voient aussi, je perds beaucoup. Mais quelque chose me dit qu'avec vous, ce sera différent. Prenez ce jeu de cartes. J'ai beau connaître le jeu par cœur, personne ne sait à l'avance ni la coupe, ni la donne. Je ne sais donc pas comment je vais être servi à table. Avec vous, c'est différent. J'ai pu largement anticiper vos points faibles. Si vous vous disposiez à gagner, je m'en étonnerais radicalement. Je le répète, cela ne se peut pas. Dans l'hypothèse la plus folle, si je perdais, j'y perdrais la vie, mais qu'est-ce qu'un mort face à la malédiction qui vous attend? Nul besoin de laisser un cadavre exsangue sur un chambelème pour s'exenter de toute dette. Ce n'est pas en se débarrassant de moi que vous vous débarrasserez de ma mémoire. Cette haine inextinguible, pensez-vous qu'elle s'éteindra mon trépas arrivé? Oh, je suppose que ceux qui me survivront vous trouveront bien injuste. 6 pieds sous terre et je continuerai d'être l'objet d'opprobre que l'on connaît. C'est de beaucoup multiplier vos chances de léguer un héritage empoisonné à ceux qui vous succéderont. Entendez-moi bien, je ne veux pas me mêler de jugement dernier. Le sauveur sur terre vint non pour apporter la paix, mais le glaive. Il l'a dit lui-même, la justice divine a lieu ici durant l'existence. Aussi, si vous avez un fils, je ne lui souhaite pas du bonheur, car il n'en aura pas. Il devra, à votre mort, éponger les dettes que vous lui léguerez, et, fondamentalement, celles qui me concernent. Vous voyez cette canépée? Elle est ornée d'un pommeau gravé aux armes de la maison des Von Jung. Vous ne vous étonnerez pas qu'il s'agisse d'un scarabée d'or. Les Égyptiens le comparent au soleil. En Hongrie, il est assimilé au bousier, cet insecte qui forme une boule avec les excréments des mammifères. C'est parce que le jeune coléoptère en gestation naît de la boule qui la nourrit que la course du scarabée est assimilée à la naissance du soleil tous les matins à l'horizon. Voilà pourquoi je vous en ferai cadeau. Vous serez fort embarrassé de ce présent. Vous l'aurez à disposition, ne sachant qu'en faire. Dans votre porte-parapluie se trouvera ce pommeau, dont plus le temps passera, plus vous aurez de mal à identifier le symbole. Et lorsque je mourrai, pour peu que vous l'emmeniez à mon enterrement, le dieu solaire que votre pomme empoignera dira « Hermann, tu ressuscites, Von Jung. » Comprenez-vous maintenant pourquoi il n'y eut le besoin d'être châtié en enfer pour supporter le poids de ses péchés décédés? Vous renaîtrez, Hermann. Vous renaîtrez à vos fautes. Et la souffrance, à travers votre descendance, n'aura pas de fin. Nous ne nous entendrons jamais, c'est un fait. Mais au nom de quoi devrions-nous nous haïr? N'est-ce pas le désaveu de l'univers qui n'est qu'amour? Vous devez me trouver bien nigaud à dire cela. Aussi nigaud qu'un tir de pistolet à bouchon. Que voulez-vous? Je ne sais pas me battre. Je n'y ai jamais réussi. Enfant, déjà, je me cachais derrière les plus grands pour éviter les coups. Les sacrifiants qui me pourchassaient, dans quelles extrémités me faire subir, c'est-à-dire m'effrayer pour que j'en vomisse. C'était leur récompense. Escroquer sur le compte d'un milliardaire inadapté à sa fortune, la terreur est mon trésor. Il m'a fallu bien du temps pour en comprendre la valeur. Je ne la porte pas en sautoir, c'est la parure de ma lucidité. Aussi ai-je déclaré forfait pour ce duel. Je tiens la chose pour une parade grotte.
un étalage de vanité. Je n'aime pas me donner en spectacle. Je préfère, aux frondaisons ensanglantées, la douceur de la pénombre. Vous me provoquez en duel pour l'unique motif que je ne suis pas un gentilhomme, et je décline l'invitation. Ne suis-je pas pour autant un gentilhomme? C'est votre code absurde de l'honneur qui fait de moi une poule mouillée. Pas la réalité de mon désir d'en finir avec vous. D'en finir avec quoi? Une fausse idée de la civilisation. On peut être barbare et savoir manier le fleuret. Je n'obéis pas à vos règles. Je n'obéis pas à vos devoirs. Je ne suis pas de ce monde, je ne l'ai jamais été. J'ai tutoyé l'au-delà de ma prime enfance pour l'avoir instamment voulu. J'aurais préféré naître en son sein plutôt que de jouer la comédie de la vie. Si le monde est un théâtre, nous en sommes les acteurs dépités. À force de rejouer la même pièce tous les matins au réveil, nous en désapprenons le texte par dégoût. Nous singeons les choses et ne les éprouvons plus. Nous faisons du ruban de l'existence une prose déshonnête. Et nous le déroulons comme s'il nous était acquis. Ce ruban-là, je le retrouve dans les lourds cheveux de ma Virginia où l'angoisse se terre. Je la regarde et je vois combien notre finitude s'inscrit sur son visage. Je vois ses dents propices à être recueillies dans un écrin d'ébène comme des diamants. Je vois sa pâleur sienne qui témoigne rien moins que pour le cadavre que nous sommes. Et je me dis que pour le peu de vie qui lui reste encore, vous écoutez est une offense. Car dans le cas où son tympan vibre à votre voix, c'est un peu de l'or de l'instant dont elle aurait pu faire meilleur usage qui se perd à jamais. Dans la noirceur profonde des cheveux de ma Virginia, je retrouve le pays d'où je viens. Nul voyageur n'a jamais habité un plus bel Eldorado. C'est la contrée préalable à celle où nous vivons et que je nomme oubli. Personne ne peut imaginer mieux que moi que ce qui n'est pas créé abrite en son sein les créatures amenées à prendre corps dans cette existence-ci. Les boucles de ma Virginia en sont les fantaisies capiteuses. Dieu que j'aimerais être ce chat qui vient se lever contre ses poumons sous les tentures pourpres. Dieu que j'aimerais être ce chat dans son lit à colonnes. Dieu que la fatalité est rude pour un cousin qui n'ose lui avouer qu'elle est la fille de l'amnésie. Le cosmos est une gigantesque mémoire dont le Créateur nous prive. Nous nous naissons sur Terre le front comme passés au dissolvant, rien ne nous reste de la vie antérieure. Hormis lorsque l'amour retrouve ici-bas son chemin auprès de l'aimé. Ma mère était une actrice connue sous le nom d'Elisabeth von Jung. Belle, il va sans dire, mais amoureuse d'un homme à la complexion alcoolique. De cette union naquit l'épave splendide que voici. Le souvenir de cette mère aimée me donne à méditer les vastes horizons de l'idéal. N'êtes-vous jamais allé au théâtre? N'avez-vous jamais senti comme les âmes y communient en une cérémonie solennelle? C'est ce que je m'efforce de penser à chaque fois que je m'y rends, et que le lustre me renvoie à la condensation de ces esprits flottants. Car je les ressens tournoyer autour des lampes astrales, comme des essences enfin libérées de leur corps. Cela, on ne peut s'en rendre compte dans un théâtre vide. Les tréteaux désertés stupéfient, mais autrement. Lorsque le temple sourd des étoffes des dames et des rires des messieurs, que le figurant du coin de la scène, tout pétri de sa présence, s'en ressent vibrant comme jamais, et que le lourd rideau de velours suspend sa chute, la société, les acteurs et le verbe s'unissent en un ballet de formes aériennes qui préfigurent l'au-delà. Cela, c'est à ma mère que je le dois. L'intuition qu'après les 3 coups, l'homme passe
l'homme. Herman, que puis-je vous dire? Que faut-il confesser? Le vin agit en moi comme un poison lent. Je ne suis pas de ces dipsomanes qui ont l'heure de rouler sous la table dès les premières gorgées. Il me semble, au contraire, que le monde entier diffracte à travers ce verre, et c'est une image de ma pensée sur les choses. Rien n'est plus beau qu'une fulgurance. Ordinairement, nous ne percevons qu'une suite d'événements insipides. Dès que l'alcool envahit le sang, c'est comme si nos sens perçaient le voile des apparences. Je peux remonter en des zones indicibles grâce au vin. Je peux revenir en des temps où je n'étais pas né. Ma mère jouait encore sur les planches du théâtre de Richmond. Je suis un atome de sa pensée le jour où, surprise par les flammes, elle quitta précipitamment la scène. Tout l'édifice brûlait. Je suis à la fois ma mère, le feu et le théâtre. Pris de vin, je rejoue cette nuit d'enfer, où interprétant Juliette, Elisabeth von Jung vécut son martyre. Je suis né de ce spectacle, de Shakespeare et de sa parturiente. Ma psyché se fixa sur les cris de la foule empruntant les escaliers de secours, tandis que déjà la charpente du toit flambait. Ma psyché, c'est-à-dire la terreur. Oui, mon âme est pleine de cris et de flammes. Je jalouse celui qui, comme vous, Herman, peut se targuer de goûter aux délices d'un cognac hors d'âge dans le cuir d'un fauteuil de style. Lorsque, assis sur une misérable chaise de guingois, je m'alourdis du tanin d'un Bourgogne gravi des splénétiques. Voilà ce qui sera toujours plus réel que votre sens des réalités. Le mystère des essences. À travers ma mère, évacuée dans l'affolement général, se retrouvant dans une ruelle boueuse de Richmond, tout encore à son émoi d'actrice, tenant entre ses mains le poison qui lui fera retrouver son Roméo, il y a la faillite d'une famille. Il y a l'astre noir de la mélancolie qui bave de toute son horreur languide sur les habits de la sainte femme, le sang épais qui viendra couler quelques années plus tard de la bouche de ma Virginia. Pourquoi ne puis-je pas aimer des femmes de mon rang? Pourquoi mes amours sont-ils platoniques? Pourquoi imaginer cette mère dont je vis l'âme rendre le dernier souffle à l'âge de 2 ans, à travers le corps chétif et agité des toux convulsifs de ma Virginia? Qu'est-ce que la fatalité? Quel est ce doigt pointé hors du ciel sur la poitrine des miséreux? Y a-t-il pire désarroi que de se savoir hanté par un châtiment qui ramène toujours von Jung au spectacle de l'agonie? Je me revois, enfant, alors qu'une faible lueur éclairait la pièce, présent à l'extinction du souffle d'Elisabeth von Jung. Allongée comme une gisante sensuaire, la maladie semblant avoir emporté avec elle toute notion d'humaine beauté. Mais bizarrement, c'est au terme de son chemin sur la terre que j'ai trouvé à ma mère le ravissement le plus inouï. Le mal qui ronge est un rat patient. On finit par étouffer, puis s'évader, moitié dans un râle, moitié dans un soupir. Entre-temps, la silhouette s'affine comme le font les apparitions spectrales. Tout cela sous le regard d'une gueuse qui, entre-temps, s'est glissée dans un recoin de la pièce et qui, immobile et silencieuse, se dissout presque, à la manière d'une ombre sur les murs. Elle m'a initié dès l'enfance, au plein et au délié d'une écriture qui commence toujours par « Népenthès, je te dédie mes chères ténèbres ». Délirium très mince. Vous entendez? Délirium très mince. C'est le mot consacré par tous ces médecins pour dire la manie de boire. Et s'il me plaît à moi de rouler dans le caniveau en y perdant ma dignité, ma canne et mon chapeau? Car ceci sera l'épilogue du pauvre von Jung. Il roulera dans le caniveau comme un homme au cervelet meurtri. Il aura perdu
l'équilibre et brisera sa canopée en deux. Il se sera fait beau pourtant, le visage bouffi d'angoisse, et n'arrivera pas à se relever pour peu qu'une main charitable se penche à son chevet, au chevet augural d'une nuit à l'hospice, où il rendra son dernier souffle, comme on rend ses papiers. Quel beau soir ce sera, sous les hospices de Capella, l'étoile des chanteurs qui se lèvent avec la voûte céleste toujours en premier. Des bruits nocturnes empliront la rue. La tête dans le caniveau Fon-Young décèlera le remue-ménage d'un couple. Au lointain, derrière ses fenêtres, quelqu'un pensera à amener un matelas sur le trottoir, mais Fon-Young sera trop lourd pour y être installé. Et la constellation de la lyre viendra se courber à mes pieds. Oh, tout sera moite, l'éternité palpable comme un assommoir. Et la gueuse sera là, celle que voit Fon-Young à l'envie. Tu viens toujours à l'heure dite. La femme du vulgaire s'apitoyant sur ses victimes. Les répugnances ordinaires de cette femme sont légion. Elle s'y livre comme au besoin naturel. La voir regarder quelqu'un est en soi une offense. Elle est devineresse au-delà de tout. Elle détient les zones de nos inconforts. Un seul regard d'elle contribue à douter que l'on n'ait jamais été de ce côté-ci de l'humanité. Il n'y a d'intelligence en elle que la sourde tache dotée de la surface de la terre des indigents. Elle est la gueuserie même. Et un chien de passage lui ronde les chevilles comme un moignon. Qu'un grain funèbre résonne! L'âme de Fon-Young est en mauvaise posture. Il cherche dans les yeux évidés de la gueuse un signe de vie, mais déjà d'obscurs ambulanciers l'emmènent à l'hospice des fous. Le délire ne cesse pas. Voilà que dans l'éparpillement de sa pensée, des présences familières lui rendent visite. Rufus Griswold, l'exécuteur testamentaire. Toutes ces poétesses qui n'auraient raté pour rien au monde une de mes conférences. Divine plumitive, prosatrice platonique. J'ai peur d'aimer. Les courants sont trop impétueux et ma raison est trop faible. La fièvre qui se consume en moi alimente des lettres enflammées, mais mes aveux sont de papier. Je m'éteins à la naissance du désir, comme je les effraie. Faire une conférence sur la cosmogonie de l'univers, Fon-Young sait le faire, mais prendre quelqu'un dans ses bras, murmurer des mots doux et épancher son âme, je n'y arrive pas. Boire à des lèvres chaudes est l'antidote à la fatalité de nos vies. Retenir un baiser éloigne de la mort. Il n'y a point de bouche que j'ai aussi ardemment désiré qu'elle ne se soit changée en un rictus horrible. La fraîcheur carnée de la beauté devient toujours sanglante avec moi. Chaque femme que je côtoie est un être marqué par l'écoulement. Bouche ou sexe inexorablement cool. Et je revois ma mère, alitée, déformée par la douleur. Et je revois Virginia dans son lit à colonnes. Et la gueuse veille dans un coin. Et le petit Fon-Young, qui n'a pas grandi, hurle de terreur, plus effrayé par le fantasme de leur retour entre les morts que par sa réalité. Fon-Young est imaginatif, hein, jusqu'au délire. De quoi suis-je coupable? D'avoir des hallucinations? Ce n'est pas parce que mes perceptions sont troublées qu'elles sont sans objet. Je pourrais en dire là-dessus plus que n'importe quel phrénologue. Ce n'est pas en auscultant un crâne que l'on n'en sait plus sur son propriétaire. Ce n'est pas en mesurant les arêtes que l'on détecte s'il appartient ou non à un assassin. Que pouvez-vous dire sur moi? L'échec de la science est patent. À plus forte raison, je suis un alcoolique. Je ne me mets pas de m'arithmétique. Je ne suis comptable que de ma terreur. Chaque sueur versée fait mon bien. La hantise est mon idéal. Je ne fais pas mes humanités à Charlottesville. Elles ont déjà été faites il y a longtemps à ma naissance. Lorsque je vis que mon séjour temporel dégoûterait de tout convulsif. C'est tout. C'est tout de ma mère. C'est tout de Virginia.
2 soubresauts mélodiques, 2 corps arrachés au poignard de la phtisie et qui se soulèvent dans des draps pour expirer le mauvais souffle, des poumons gorgés de mort rouge. Ayez pitié de moi. Qui que vous soyez, quels que soient vos astres qui roulent dans le caniveau, ayez pitié de ce diable de pécheur, parce qu'il se réfugia trop tôt dans des paradis artificiels. Ayez pitié de sa lâcheté, parce qu'il n'a pas su sauver sa mère de l'agonie. Ayez pitié de lui. Relève-toi, Van Jung! Il ne manquerait plus qu'Hermann te plaigne. Je n'ai pas besoin de sa sollicitude. Elle sent le poisson mort, comme toutes ses vertus sorties le saumâtre de sa bonté. Je ne m'attends pas à une pêche miraculeuse avec vous, Hermann. Je m'attends à ce que la lait de vos qualités s'égrène dans des milliards d'œufs pourris. Lève-toi! Fais cet effort pour te retrouver dans une posture d'homme. Ceux qui aiment les grands affalés ne savent guère qu'ils s'étalent sur les révérences que vous leur fîtes. Je ne suis pas votre sofa, Hermann, ni votre fauteuil confident. Jamais votre séant ne s'assoira sur moi. Je me déferai si une fesse vous appartenant pourrait m'asseoir. Ce n'est pas parce que j'ai un genou à terre que vous devez me tapoter sur l'épaule. Je ne suis pas brisé, je me reconstitue en vous maudissant. Et il me reste une bouteille mi-pleine pour m'hydrater. Des profondeurs à soif. Vos reins sûrs m'éclaboussent. Comme cette insulte, par exemple. J'aurais pu passer outre comme on contourne un objet même pas digne d'attention. Mais quelque part, mon sens inné de la justice veut vous clouer au pilori. Pour le chatoiement des flammes, pour la beauté de la crucifixion, pour votre superbe, qui ne connut son apogée qu'à l'instant où vous condamnâtes mon indignité. Faut-il que je vous le rappelle? La compagnie de ces jeunes gens, et le vin coulant à flot, et la nuit s'étirant et s'étirant de plus belle dans un envahissement de fumée. Et cette insulte, parfaite dans sa mauvaiseté, ce pli fielleux sorti de votre bouche, et ces rires, ces rires, quelle vexation mortifère. Mon éducation m'empêchant de vous jeter la bouteille en pleine face, aussitôt toisé le grand miroir qui ornait la cheminée, j'eus l'idée de viser votre reflet. Je me suis saisi de la bouteille et l'ai fracassée en 1000 morceaux, non sans avoir ajouté que c'était là ce que vous m'inspiriez de toute éternité. Vous avez regagné votre chambre en tournant à vive allure les talons. Un des camarades présents lors de la scène vous suivit en toute hâte. Votre rage, paraît-il, n'avait d'égal que votre détermination à laver cet affront. On m'a rapporté que vous teniez l'injure délibérée comme le plus haut sommet de vexation possible. Me voir fracasser votre reflet en 1000 morceaux participait de ce cas de figure. En ce qui concerne la réparation, vous vous êtes appuyé sur un ouvrage écrit en latin, le Lex Duelli. Cet in-octavo épée contient un chapitre consacré à l'injure, conçu par construction, application et pour soi-même. Si je le connais par cœur, c'est parce que quelque temps avant ce regrettable incident, je vous l'ai offert, en signe de notre amitié. Vous imaginez bien qu'aucun de ces secrets ne m'est inconnu. Voilà pourquoi vous m'avez renvoyé ce camarade pour, en respect du Lex Duelli, m'entretenir, à travers un billet qu'il se chargea de me remettre, les préliminaires d'une rencontre par le fer. Vous avez dû être très surpris de ma réponse. Je vous ai renvoyé stricto sensu au chapitre que vous veniez de lire. En effet, j'ai rédigé de rechef un billet exposant combien notre différend nous mettait dans une difficulté réelle.
insistant sur le caractère inexprimable de l'excuse. N'est-ce pas un litige touchant à l'étiquette? Lisez, Hermann. Lisez et relisez le chapitre du Lex Duelli. Le sieur est de l'un, l'auteur de l'ouvrage, c'est mieux que moi quelle conduite tenir en pareil cas. Je suis sûr qu'il répondra à votre demande d'explication. Ni une, ni deux, vous vous attelâtes à la relecture de ce chapitre. D'où l'ultime billet que voici à propos de l'insulte reçue. Monsieur, après lecture du paragraphe choisi par vos soins dans le Lex Duelli, je vous fais part de mes sentiments d'admiration pour la conduite chevaleresque que vous tenez. Soyez assurés que l'explication donnée est la plus complète, la plus honorable, la plus satisfaisante et la plus catégorique possible, avec les sentiments d'un profond respect. Je suis, monsieur, votre humble serviteur, Hans Hermann, au baron Ritzner von Jung, 14 février 1825. En matière d'intelligibilité, je peux vous assurer que le chapitre que je vous ai demandé de relire est d'un propos obscur. L'on y décèle que très relativement la moindre trace de sens. Par contre, dans le cas où vous en faites une lecture orientée, il s'avère extrêmement intéressant. Sautez alternativement les deuxième et troisième mots et vous en pénétrez le sens. Se révèle alors le récit horriblement absurde d'un duel entre deux babouins. Je ne m'étonne donc pas qu'après vous avoir mis le Lex Duelli entre les mains, vous m'ayez assuré que vous le teniez d'un ouvrage de mérite peu commun. Vous auriez souffert 1000 morts plutôt que de reconnaître votre incapacité à comprendre quoi que ce fût touchant le duel. Je vais aller à Richmond, voir ma tante et Virginia. Sa poitrine déchirée sous la toux, je tirerai les rideaux sur le crépuscule. J'aurais bien ri. Je vous ai mouché comme une chandelle, Hermann. Vous avez été mystifié. J'avais remarqué chez vous des dispositions à la bêtise. À quoi la reconnaît-on? À son absence d'humour. Le jour où nous nous rencontrâmes, je venais vers vous, main tendue. Pour unique réponse, vous esquivâtes. Surpris de votre réaction, je vous fis remarquer sur le ton de la plaisanterie qu'à défaut d'un gentleman agreement, nous avions là un gentleman disagreement. Ce trait d'esprit n'eut pas l'heure de vous plaire, et vous m'avez fui comme on fuit une persona non grata. La bêtise? Non. L'insondable mare de fatuité. On en boit la mouture quand on porte la tasse à ses lèvres, goût de fumier au palais vertueux. J'apprends à l'accommoder dans de riches services en porcelaine pour la flatter dans son jus, avec une pointe de délectation qui ne fait jouir que moi. Souvenez-vous que la suffisance du sot n'a de meilleure compagne que sa lâcheté. Vous faites étant me déshonorant de l'agitation des chiens quand ils copulent. Pardonnez-moi cette expression, elle n'est pas d'un tact souverain, mais reportez-vous à leurs ridicules accès. En pleine rue, dans la lucerne, partout où l'envie les taraude, ils se laissent aller à leur penchant. C'est la loi de la nature, me direz-vous. Comme je regrette qu'il en fût de même pour vous lorsque vous m'insultâtes. Car le point de vue le plus attrayant n'est pas celui du chien pendant la saillie, mais de celui qui l'observe faire. Au moment de lancer la bouteille à travers le miroir, je vous ai demandé de faire un petit effort. C'est-à-dire, vous appliquer à considérer pour un instant la réflexion de votre personne dans ce miroir comme le vivant Hermann lui-même. Je désirais vous montrer que se satisfaire en esprit est plus violent que le faire à la lettre.
Quant à Virginia, c'est indéfinissable. Vous ne pouvez saisir les mouvements de l'âme qui nous unissent. Il ne s'agit guère d'éphémères illusions. Je demeure persuadé que lorsqu'elle aura franchi les limites de ce séjour temporel, des archanges drapés d'or l'accueilleront dans un infini aimable. Subsistance est terriblement difficile. Et je m'emploie à envoyer à sa tante quelques misérables argent pour lui assurer son quotidien. Et mon amour pour elle ne se limite pas qu'à cela. La monnaie falsifie la grâce des jours. En créant le manque, avoir de l'argent appelle à en espérer toujours plus. Ce que Virginia espère, c'est de persévérer un peu moins maladivement dans l'existence, un peu plus dans le jour bienveillant. Je n'ose l'imaginer à sa fenêtre réveillée depuis l'eau, contemplant le va-et-vient des corbeaux sur le lait. Se ferait-il qu'un seul d'entre eux, échappé au sol lourd et neigeux, vienne à entrer dans sa pauvre chambre? S'il était doué de parole, que lui dirait-il? Que je veille et me languis pour elle. Que les astres se meuvent indifféremment au-dessus de nos têtes, et que cette indifférence même est l'essence du divin. Que toute contradiction sur terre est une bénédiction au ciel, qu'elle se rassure sur le branle universel. Tout ce remue-ménage duquel dépendent nos misérables existences est aussi cosmique que le ver est vainqueur. Tout cela est promesse de joie, de pure joie. Ailleurs, bien sûr, ailleurs. C'est ce que je souhaiterais définitivement ancrer sur la feuille lorsque je cède à l'écriture. Mais le passage par la vallée de l'ombre pervertit toujours l'ode à la splendeur plus claire. Sachant que le fil de la vie de ma cousine est ténu, je voudrais un jour, à la dérober quand elle dormira entre les limbes du rêve et le sommeil, lui glisser ces quelques mots qui fortifient mon âme autant qu'ils fortifient la sienne. Les plans de Dieu sont parfaits. L'univers est un plan parfait. L'univers est le poème de Dieu. Sur le parchemin de l'air, j'écrirai tout cela. Ce palimpseste si plein d'espoir sera comme une épitaphe. L'univers est le poème de Dieu, me répliquera ma cousine à l'orée de la révélation. Et tout ce que ma prose est capable d'en rendre compte est excédé par son seul silence.